Je vous laisse introduire. Nous souhaitions commencer par l'écoute d'un témoignage, donc je vais laisser le témoignage, il dure à peu près 2 minutes, et puis je présenterai le rapport. Moi c'est Dylan, je suis congolais de Brazza et je suis arrivé en France en septembre, 11 septembre, drôle de date. Je suis venu à Paris sans connaître personne. J'ai pris un billet d'avion, je me souviens très bien, je suis descendu à Beauvais et de Beauvais j'ai pris le bus, je suis descendu à Porte-Maillot et là, je me souviens il était 20 h ou 21 h et je savais plus quoi faire en fait. Parce que je me suis dit bon ok je suis là, mais je fais quoi maintenant? Je connaissais personne, j'ai dû errer dans les gares, dormir dans les gares pendant un petit moment, enfin petit moment, 2 mois, jusqu'à ce que je rencontre des gens de mon pays. Je les ai trouvés comme ça à la gare du Nord en train de parler en langue de chez nous et j'ai compris que c'était des gens de mon pays. Je leur ai exposé mon problème, je leur ai dit que je connaissais personne, que j'avais nulle part où prendre des douches, des vraies douches, nulle part où dormir et tout. Ils m'ont dit voilà, par rapport à ta situation, il faut faire une demande d'asile. On est venu ici, au Cala. Et c'était vraiment c'était quelque chose de différent parce que, on va dire, pour la première fois en 6 mois, j'avais vraiment un endroit où je pouvais dire je peux dormir 3 4 5 nuits de suite. Et c'était bien, mais bizarre. C'était bizarre parce que, vous savez, le corps s'habitue à toutes les situations et quand les mauvaises situations deviennent la normalité et que, voilà, un jour, quelque chose de bien vous arrive, de savoir que je me réveille au même endroit et tout, que j'ai pas froid, que j'ai pas... Voilà, c'était compliqué, mais bien, très bien même. Et c'est ce qui m'est arrivé peut-être la première semaine, j'étais bizarre. Déjà parce que vous vous réveillez un matin, vous n'avez personne à qui parler. Si vous avez une télé, c'est bien, hein, parce que ça fait passer le temps aussi, mais si vous n'avez pas de télé, vous êtes là, vous pouvez passer 2 jours, 3 jours, vous ne prononcez pas un seul mot. En tout cas, si vous n'appelez personne au téléphone, vous pouvez passer 2 3 jours sans prononcer un seul mot. Mais c'est bizarre quand même, hein. Après, au début, j'ai peut-être... Parce que j'avais des membres du CADA qui venaient, qui me demandaient si ça allait et tout, mais c'était les seules personnes à qui je parlais. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens... Parce que derrière, il y a un petit terrain de basket. Et il y avait des jeunes comme moi qui jouaient. Et voilà, un bon jour, je suis descendu pour les regarder jouer. Ils m'ont proposé. Et voilà, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me faire, on va dire, des amis. On s'appelle. Ouais, on s'appelle souvent. On se voit peut-être quand on a le temps. On se voit, oui. Quand vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas de repères, c'est vraiment compliqué. Créer des repères, se faire des amis, trouver une place dans sa ville, c'est ce que le témoignage de Dylan qu'on vient d'écouter nous apprend, nous incite à imaginer comme politique publique inclusive pour lui et tant d'autres à Villeurbanne. Et Villeurbanne, son histoire, c'est d'avoir toujours été une ville d'accueil, une ville d'inclusion. On a la devise attachante, officieuse de Villeurbanne, venue d'ailleurs, devenue d'ici du précédent maire de Villeurbanne, M. Jean-Paul Brett, qui forcément résonne sur toutes les actions qu'on peut mener sur ce type de politique publique. Aujourd'hui, je suis assez fier de présenter ce rapport qui a écrit une nouvelle page de cette histoire. Une histoire qui commence il y a déjà quelques années, 5-6 ans, avec le jury citoyen, une démarche politique citoyenne où des habitants ont pu imaginer des actions à mener sur la ville pour construire ces politiques d'accueil et d'inclusion. Dans ce rapport, il y en avait une qui était de renforcer le concept de citoyenneté de résidence pour que les personnes, et je cite, quel que soit leur statut, accèdent aux instances participatives locales et puissent symboliquement avoir la remise d'une carte de citoyenneté. C'est un projet qui, évidemment, avec Antoine Pelcé et Agathe Faure, qu'on a commencé à imaginer depuis le début du mandat, qu'on a travaillé avec nombre d'associations, de personnes qui pouvaient être intéressées, concernées, et ça a amené jusqu'à aujourd'hui à la présentation d'une charte et de la carte de citoyenneté locale de Villeurbanne.
Le principe de citoyenneté de résidence, de citoyenneté locale, ce n'est pas un principe nouveau fondamentalement. Il est en fait issu de la création de la République, puisque les révolutionnaires, dès 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis ensuite pour la Première République, avaient imaginé que finalement étaient citoyens les personnes qui participaient au projet politique qui était défendu. Et puis très rapidement par la suite, c'est un principe qui sera un peu abandonné. De fait, c'est ce qu'on veut rappeler aujourd'hui. La citoyenneté locale, c'est essayer de constituer une communauté au sein de la ville, une communauté politique qui souhaite baser son projet sur la liberté et l'égalité en droit. Une pratique concrète finalement du droit à la ville pour toutes et tous. Ce projet, on souhaite qu'il soit porté de manière inconditionnelle et on souhaite que ces citoyens, citoyennes, auxquels on a trouvé un nom habiteur et habiteuse, alors qui a pu faire sourire lors d'un précédent conseil municipal, mais qui était tiré d'un très joli texte de Thierry Pacaud, qui est un architecte urbaniste que l'association l'ALCA nous avait lu et qui finalement s'interrogeait sur les sens du mot habitat, habiter, sur la question de l'habitus, même de l'habit. C'est des mots qui ont toutes la même origine. Et finalement, l'habiteur, c'était quelqu'un qui avait des habitudes dans une cité. Et donc, on trouvait que c'était une jolie manière de pouvoir rappeler que pour être citoyen, finalement, il fallait aussi vouloir s'engager pour sa ville et que strictement son logement n'était pas forcément la condition suffisante pour participer. On souhaite donc promouvoir cette égalité d'accès en droits sociaux, économiques, culturels, en droit civil et politique, même si c'est des combats qu'on ne pourra pas que porter au niveau municipal, mais qui sont des combats historiques, en tout cas de la gauche et depuis de très nombreuses années. Et on souhaite que cette carte puisse être le symbole de ce combat, que ça soit un lien entre les habiteurs, les habiteuses et la ville, et que ce lien puisse permettre aussi à d'autres de nous rejoindre, et c'est le projet de ce rapport également, que de créer un système local de solidarité avec les personnes qui le souhaitent, mais aussi les commerces, les entreprises, les associations, et que de ce réseau, on puisse continuer à faire vivre ce droit à la ville pour toutes et pour tous. Donc j'ai le grand honneur de présenter ce rapport et j'associe évidemment Antoine Pelcé et Agathe Faure et les services de la ville à ce travail qui a duré plus d'1 an et demi et qui s'inscrit donc dans l'histoire longue, à mon avis, de Villeurbanne. Et j'en suis très heureux. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, 60 000. 60 000, c'est le nombre de mots moyens dans les dictionnaires français. Chaque année, 200 mots apparaissent et d'autres disparaissent, n'en déplaise à monsieur Caballo. La question pour nous n'est pas un débat lexicologique sur le mot habiteur, mais ce qu'il est et ce qu'il dit de nos politiques publiques. Il vient d'abord de la ville elle-même, des femmes, des hommes et des enfants qui vivent ici à Villeurbanne, parfois à la rue ou en habitat précaire, traversant la ville dans un sens pour une douche ou dans l'autre pour un repas chaud. C'est en partant de leurs usages de la ville que des architectes-chercheurs ont proposé de raconter la ville en partant de leurs habitudes. C'est très concret, c'est très réel. Malheureusement, la loi immigration est elle aussi bien concrète et bien réelle dans ses conséquences sur la vie de celles et ceux qui habitent ici. La décision du Conseil constitutionnel de censurer tel ou tel vice de procédure ne change rien sur le fond du problème. C'est bien le vote de la loi par la représentation nationale qui abîme profondément le pays. Ce choix politique de montrer du doigt une catégorie de la population et d'en faire la source de tous nos maux est terrible. Les enfants à la rue, l'installation durable de bidonvilles dans les interstices de la ville, l'allongement des files d'attente de l'aide alimentaire, la dégradation de l'état de santé de certains et de certaines, le marché de l'emploi non déclaré comme activité de survie, voilà ce à quoi nous devons faire face concrètement dans la ville en conséquence d'une politique, il faut le dire, largement inspirée des programmes de l'extrême droite. On aime dire de Villeurbanne qu'elle est la ville des utopies réalisées. Mais ici, on ne parle pas d'utopie. On parle simplement du droit de chacun et de chacune de vivre dignement. On parle simplement d'un droit reconnu par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme. Je voudrais, pour terminer, vous partager la parole de quelqu'un qui sait peut-être cela un peu mieux que moi parce qu'il l'a vécu directement. C'est un passage du livre Manuel d'exil, écrit par Velibor Čolić, un écrivain né en Bosnie qui s'est exilé en France en 1992. Il arrive à Rennes avec, pour tout bagage, 3 mots de français, Jean, Paul et Sartre. Il nous dit
Je suis assis sur ce banc public à Rennes. Il pleut de l'eau tiède et bénite sur la ville. Je réalise peu à peu que je suis le réfugié, l'homme seul, sans papier et sans visage, sans présent et sans avenir. L'homme au pas lourd et au corps brisé, la fleur du mal, aussi éthérée et dispersée que du pollen. Je n'ai plus de nom, je ne suis plus ni grand ni petit, je ne suis plus fils ou frère, je suis un chien mouillé d'oubli, dans une longue nuit sans aube, une petite cicatrice sur le visage du monde.